Buongiorno amici bianconeri, comment allez-vous? Me revoilà pour une série de 3 vidéos, je vais les enregistrer toutes aujourd'hui parce que de toute façon c'est un contenu qui reste, disons, stable pendant les prochaines semaines où il ne se passera rien avec la Juventus. Donc, tout d'abord on va commencer avec l'analyse tactique de Juventus-Lazio que je vous avais promis. Ensuite, moi je vais enchaîner sur la tier list des joueurs de la Juventus de cette première partie de saison et vous l'aurez dans quelques jours. Et je vais réenchaîner avec mon opinion sur Allegri et la situation de Allegri à la Juventus surtout. Et vous l'aurez peut-être en fin de semaine. Donc en fait voilà, je fais une sorte de batch cooking, je fais tout le dimanche et après je vous laisse les contenus au fur et à mesure pendant la semaine. Alors, comme vous le savez, c'est vous qui animez la communauté d'un point de vue croissance, donc c'est vos likes et vos interactions qui font remonter les vidéos dans les résultats de recherche. Donc, je vous invite à mettre un like, ça vous prend vraiment 0,20 secondes. Cliquez sur le pouce en haut, laissez un commentaire, c'est sympa, ça démarre des discussions et en plus, ça fait voir plus les vidéos sur la plateforme. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire de suite. Il y a un bouton en bas de la vidéo. Vous cliquez et si vous voulez être mis au courant de toutes les prochaines vidéos et les prochaines fois qu'on sera en live, je vous invite, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je vous invite aussi à cliquer sur la cloche. Dernier truc, après promis, je vous embête plus avec les infos, disons, générales. Hier, j'ai eu l'honneur, l'immense honneur d'animer la live sur Twitch qui reprenait l'événement de Juventibus à Milan, appelé Eventibus. Donc, regardez toute cette communauté, ça c'est une infime partie de la communauté de Juventibus qui a pu se retrouver à Milan. C'est une communauté mondiale, il y a des gens de partout dans le monde. Et vraiment, ça a été un honneur pour moi. On m'a confié les clés de la maison, accès au Twitch et au StreamYard de Juventibus pour pouvoir diffuser leur direct. C'est un immense honneur d'avoir pu participer. Et aussi, je voulais vous donner cet aperçu pour voir regarder la communauté que même nous, on peut devenir. Et on peut le devenir aussi grâce à vous. On a co-construit cette belle communauté. Et donc, qui sait, peut-être un jour, on se retrouvera tous dans un local avec un événement de ce genre-là. Merci à vous pour votre soutien. Voilà, on est ici quand même pour parler de Juventus-Lazio 3-0. Victoire ronde de la Juventus et on verra par la suite que les statistiques confirment l'impression que nous tous nous avons vu en regardant ce match d'une Juventus solide, d'une Juventus cynique qui fait bien tourner le ballon. Même parfois, je vous disais en live, on les fait tourner en bourrique, hein, cette sensation de Torello, de jouer avec le ballon pour qu'il puisse pas l'attraper. Moi, je l'ai eu, cette sensation. Et je pense certains d'entre vous aussi. Donc vous le savez, le graphisme que je vais montrer, c'est celui de Soccerment, Soccerment blog sur Twitter, je vous invite à les suivre. Je vais montrer aussi les bonnes slides de Football Daltonico, que je vous invite aussi à suivre, et quelques éléments repris de Luca Toselli. Et commençons justement par lui, parce que Moise Kean a marqué un doublé dans cette Juventus-Lazio, et Luca nous fait remarquer, il nous met à côté les 3 attaquants de rôle de la Juventus. Vlahovic, 15 présences, 7 buts en 1267 minutes. Milik, 17 buts en, 17 présences en 6 buts en 1046 minutes. Moise Kean, 18 présences, 5 buts, mais uniquement 994 minutes. Ce qui nous fait, je vous rajoute la vidéo, les textes, Moise Kean un but tous les 118 minutes, Arkadiusz Milik un but tous les 174 minutes et Dusan Vlahovic un but tous les 181 minutes, c'est-à-dire un but tous les 2 matchs contre rapprochant de un but tous les 1 match et demi pour Moise Kean. Alors, loin de moi le fait de dire que Kean est mieux que Vlahovic et Milik. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que l'évolution de Moise Kean, qui a commencé assez mal, hein, tout comme la saison dernière, le fait aujourd'hui être le meilleur en termes de buts sur minute attaquant de la Juventus. Ça, c'est les stats froides, ce qu'elles nous disent. Et ces interviews, comme quoi il a perdu 6 kilos, maintenant Allegri le coach mieux individuellement par rapport au mouvement, nous font dire quand même que cet attaquant a eu une évolution.
que ça n'est plus le Moisken un peu nonchalant qui est rentré sur la pelouse en mode soit je marque, même je peux aussi ne pas marquer, ça m'est égal. On voit de l'envie, on voit des résultats associés et potentiellement aujourd'hui on entend parler de le rachat de ce joueur de la part de la Juventus qui s'est fait de plus en plus probable. Et bien c'est pour dire que ce rachat aujourd'hui prend du sens vis-à-vis de l'évolution de Moisken. Que ça soit après pour le revendre ou le monétiser, donc au vu de ses dernières prestations, ou pour le garder, ça je ne le sais pas. Ça dépend beaucoup aussi si on va continuer sur une compo avec 2 attaquants ou pas. 2 attaquants sans trop, je parle, hein, parce qu'après il y a aussi beaucoup d'externes dans notre effectif. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse que j'avais envie de faire sur Moisken. Regardons maintenant les stats du report de Soccerment. 3-0, ça on le sait. L'expected goals 1,56 pour la Juventus et 0,7 pour la Lazio. Donc c'est un match qui aurait pu très bien, au vu de ce score-là, se terminer 2-1, sachant que là, sur le seul tir vraiment dangereux qu'ils ont fait, c'est celui au dernier moment, c'était qui? Luis Alberto, très beau tir et très belle riposte de Szczesny. Mais à part ça, pas beaucoup d'occasions non plus créées par la Lazio. On a eu aussi un X goal per shot, donc la dangerosité de chaque tir qui était quand même majeure que celle de la Lazio. 0,12 à 0,7. Et on voit aussi dans les données de possession qu'on a consciemment décidé de laisser la possession encore une fois à l'équipe adverse. La Juventus prend cette mesure pratiquement à chaque match depuis quelques matchs. Notamment, on n'a pas agressé beaucoup l'équipe adverse. Il y a le PPDA qui est un indice qui nous raconte en fait combien de passes en moyen une équipe laisse à son adversaire avant d'aller récupérer le ballon. Donc nous, en moyen, on a fait toucher le ballon 18 fois, presque 19, le 18,8 que vous voyez en PPDA. La Lazio a fait plus ou moins 18 passes en moyenne avant que la Juventus ne récupère le ballon. Et la Lazio nous a agressé un peu plus et nous a laissé faire en moyen 13 passes avant qu'il récupère le ballon. Donc on voit que même le pressing, il n'a pas été acharné comme il a pu être le cas dans d'autres matchs de la saison. Parce qu'on a eu des matchs aussi avec un PPDA de 12. Une donnée qui est hyper importante, surtout dans ce match, c'est la Possession One Attack Third, c'est-à-dire combien de ballons tu as récupéré dans le tiers adversaire. Et là, vous l'avez vu, nos buts sont pratiquement dus à une régression haute du ballon, récupération haute. Le premier de Rabiot sur Milinkovic-Savic, parfaitement dans cette optique-là, et une relance rapide des attaquants. Donc nous, on a eu 6 breaks, on les appelle breaks parce que l'adversaire est en train de remonter le terrain et là tu stops net leur attaque, ils se retrouvent à devoir courir en arrière et c'est un contre-haut en fait. Pass accuracy, ça c'est une petite lacune parce que je vous le dis souvent, la Juventus habituellement elle est aux alentours de 90 dans l'accuracy des passages, c'est-à-dire qu'on en rate 1 sur 10. Là on est encore sur une moyenne où on en rate 2. Non, on a rate 2 sur 10, ouais, c'est ça. Alors que là, on a rate pratiquement, d'habitude, on a rate 1 sur 10, et là, on a rate 2 sur 10, avec un pourcentage de 82. Là où la Lazio, ils sont de très bons pieds, surtout au milieu de terrain, ils la ratent un peu moins. On voit aussi un pourcentage de passes longues assez importante, d'où la tactique de la Juventus de laisser la possession à l'adversaire pour pouvoir faire de longs lancers qui ont bien marché dans ce match spécifiquement. Ensuite, ça c'est un graphique qui nous dit à quel endroit du terrain les joueurs ont effectué le plus de passes. Et la taille d'un rond, c'est bien entendu le nombre de ces passes-là. Donc on voit que notre défense démarre bien la phase de construction puisqu'ils ont les ronds plus grands, 6, 3, 15. Ils sont bien positionnés sur une défense à 3, ça y a pas de souci.
On voit que Kostic est beaucoup plus haut que Cuadrado et on voit que Rabiot et Locatelli sont vraiment très rapprochés en termes de zones qu'ils touchent, de tuiles qu'ils touchent sur la pelouse. Ça veut dire qu'en fait le milieu de terrain commence à bien être rodé entre eux et ils arrivent bien à s'échanger cette même partie de la pelouse sans pour autant se marcher sur les pieds. On voit ensuite que Fagioli, il est un peu plus haut. Je dirais pas trequartista tout court, mais vous voyez qu'il est à la même, sur la même ligne de Moise Kean qui joue le rôle de deuxième pointe. En tournant autour du 14 qui est donc Milik, et regardez la différence entre le rond de Kean, donc ces ballons touchés, et par exemple Milik. Donc Milik il en a touché plus, mais Moise Kean a quand même réussi à marquer un doublé. Donc il a été hyper finalisateur et hyper cynique aussi, il faut le dire, dans ce match-là. Donc là, je vous le mets en grand pour vous faire voir que nous, notre médiane, donc la position moyenne des joueurs a été à 41 mètres, donc assez bas, hein, dans notre mi-terrain, alors que là, ils ont été un peu plus haut. Là c'est caché, mais ça doit être un 51, quelque chose, un plein dans la ligne du milieu de terrain. On voit bien que en plein style Sarri, les joueurs sont très rapprochés des deux côtés, enfin plus du côté droit que du côté gauche, parce qu'ils font des passes rapides et ras le sol. La construction, elle est vraiment enivrante de ce côté-là dans les équipes de Sarri. Néanmoins, aujourd'hui, on a bien réussi à les bloquer, surtout avec les breaks que je vais vous montrer tout à l'heure dans leur phase haute de construction, dans leur phase basse, pardon. Et ça, c'est hyper important. Ici, vous retrouvez des statistiques plus individuelles, donc on voit bien que, mis à part les pénaltys, et là il n'y en a pas eu, Kean a eu 0,7 d'expected goals, donc il aurait dû marquer un but seulement, il en a marqué 2. Milik, pareil, il s'avoisine à l'un but, on va lui donner pour bon. Locatelli, il y a eu beaucoup aussi de possibilités, enfin beaucoup, un peu moins que les autres, c'est certes, mais parce qu'il a tiré d'en dehors de la surface. Je me souviens 2 ou 3 tirs en dehors de la surface de Locatelli. Et ça, c'est hyper positif que nos milieux de terrain essayent la frappe lointaine, chose que là, dans les dernières années, on n'a pas trop vu. Chiesa, avec son première assistance, va gagner la première place en assistance. Après, il y a Rabiot. Pourquoi? Parce que l'assistance de Rabiot, elle est pratiquement du milieu de terrain. Donc, elle avait beaucoup moins de chances d'aboutir à un but derrière. Ça a été juste l'exécution magistrale de Rabiot et de Kean qui a fait que il y a eu un but à la fin. Donc, très cynique. Et Kostic à 0,12. Si on se positionne sur la timeline des expected goals, on voit bien que la Lazio a été celle qui a été plus, disons, dangereuse dans la première mi-temps, uniquement parce qu'il y a eu un coup de la tête assez rapproché, limite à 2 mètres de la surface, mais il était assez décentré et de toute façon Szczesny était sur la trajectoire. Je pense que ce premier pic de la ligne verte qui représente la Lazio est dû à cette occasion-là. Ensuite, nous, on a marqué en ayant eu notre, première ou même deuxième occasion. Je pense que les deux, c'est de tir de la distance, de frappe de la distance de Locatelli, et le troisième est effectivement le goal. Après, la Lazio a quelques petites occasions, mais pas très inquiétantes, parce qu'il remonte jamais au-dessus de 1 expected goals. Alors que nous, on est en contrôle, on contrôle le match, on fait un deuxième but. Dans cette partie, j'ai plus eu une impression de contrôle du match. Je vous disais en live, on les fait tourner en bourrique, on fait un petit torello. Puis quand même, on arrive à marquer notre troisième but. Pourquoi? Parce que Chiesa avait envie d'en découdre et il décide de faire une action et la porter jusqu'au bout et met un ballon hyper bon au milieu pour Milik, qui du coup a juste à le mettre dedans, quoi. Et dans les graphismes faits par l'ami Football Daltonico, on voit bien que les changements de terrain, donc aller très rapidement de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, comme dans ce cas-là, a été vraiment le thème. Regardez comme ils sont répartis tous d'un côté les joueurs de la Lazio, parce qu'ils font densité dans une zone restreinte du terrain. Ça, il le faisait aussi quand il était chez nous, ça. Et je me souviens qu'on souffrait beaucoup cette année-là, les changements soudains de côté, parce que Sarri a la tendance à dire à ses joueurs en mode école de foot, allez tous à l'encontre du ballon. J'ai
extremis bien entendu, mais le côté faible dans les équipes de Sarri est vraiment problématique vu la densité qu'il demande autour du ballon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on peut, on va chercher le côté faible, lato debole, vous voyez, c'est même écrit, là où Kostic peut aller taper un sprint, là où il y a personne de la Lazio devant lui, ou au moins un homme. Je ne sais pas si ici il y a un homme en dessous du 23 de la Lazio qui n'est pas repris dans la capture, mais même s'il y a un seul homme, c'est quand même le côté faible parce que regardez de l'autre côté, il y en a au moins 4. Ici, on est déjà sur la fin de match, mais je voulais vous faire voir, encore pour exacerber cette histoire-là de la densité. Regardez où sont tous les joueurs de la Lazio. Ils recouvrent que le milieu de terrain, en gros. Et il y a Chiesa qui est hyper libre sur la gauche. Alors, je ne sais pas si cette action derrière génère un but. Je pense pas que c'est l'action du troisième but. Mais c'est pour vous dire, regardez la densité au milieu. Regardez Cuadrado et Chiesa, ils sont surlignés parce qu'ils sont pratiquement libre de tout marquage, et regardez à quelle hauteur se situe notre défense pour faire tourner le ballon. Donc on compresse totalement la Lazio qui, et ça je pense que c'est clairement une faute et un point faible des équipes de Sarri. Regardez, ils sont tous au milieu sans calculer les externes. Et ici, c'est l'action du premier but. Donc, regardez nos joueurs attaquants qui replient, sauf Moise Kean qui se trouve donc tout à droite hors de la capture. Milinkovic-Savic qui porte le ballon en avant. Rabiot est en train, en ce moment même, de changer de direction. Le captcha, il dit le positionnement correct de Rabiot lui permet de fermer la ligne de passage à Sergej Milinkovic-Savic et pouvoir contraster les Serbes avec efficace. En gros, il lui ferme non une mais 2 lignes de passage, ici au 89 et ici au 7. Milinkovic ne peut pas la passer. Et en plus, il est en train de tourner pour aller à son contraste. Il lui piquera le ballon en contraste, dû peut-être aussi au fait que Savic avait déjà pris un jaune, ce qui est quand même important dans le fait de ne pas aller dur sur l'homme, et pourra servir donc Moise Kean de première intention avec un beau lancer. Donc lancer qui va mettre Moise Kean devant le gardien, certes avec une certaine pression, mais c'est justement son point fort. Il lit bien la situation et il se laisse pas anticiper par le gardien avec un beau lobé. Et après, bon, là c'est 50-50, hein, ça pouvait rentrer comme pas rentrer parce que c'était un lobé très en cloche. Heureusement, la bravoure a été primée et on a marqué un but. Ah, vous voyez, j'avais oublié cette diapo qui est le moment où Rabiot arrive à contraste avec SMS et il se retrouve avec 2 joueurs. Vous voyez, ils sont pris dans le vent, le 89 et l'autre qui est au-dessus ça doit être Kostic, parce qu'ils sont en train de courir vers l'avant alors que Rabiot est en train de récupérer le ballon, ce qui va faire qu'il va avoir le champ dégagé. Regardez, il n'y a que de Juventini au-dessus de la ligne du ballon, si on se positionne à l'attaque, et donc va donner une position de force à la Juventus en contre, très bien fait. Voilà pour cette analyse de Juventus-Lazio. Comme dit, maintenant je vais enchaîner sur les autres 2 arguments que je vous apporterai dans la semaine. La tier list de la Juventus, de ses joueurs, et ensuite mon opinion sur Massimiliano Allegri. Donc attendez ces 2 vidéos plutôt en milieu et en fin de cette semaine. Bien entendu, s'il y aura des nouveautés sur le monde Juventus, je vous ferai à ce moment-là une vidéo le jour où il y aura des nouveautés. Merci beaucoup à vous pour votre écoute, like, commentaire, ça vous prend vraiment, regarde, mets le pouce, c'est fait, déjà c'est fait. Le temps que je le dise, tu l'as déjà fait. Like et commentaire, s'il te plaît, pour faire grandir la chaîne. Si vous êtes nouvel arrivant et que je trouve le bouton, je vous invite à cliquer en bas de la vidéo et à actionner la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et des prochains lives, parce que oui, il y aura des lives même pendant la Coupe du Monde. Salut à tous et fino alla fine, forza Juve, bon week-end.